Saint-Dié-des-Vosges se fait l'écho du 13e festival du printemps de la Palestine. On en parle avec Samir Safié et Jean-Jacques Grinspan, distributeur du film. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi un peu, quel est l'objectif de ce festival auquel vous participez régulièrement ? Alors, c'est un festival qui revient tous les ans, maintenant depuis 13 ans, qui a beaucoup de succès et qui est diffusé dans l'ensemble de la Lorraine, en fait, puisque c'est le centre, l'épicentre du festival est à Nancy. Ouais. Mais il existe maintenant également à Toul, également à Vendœuvre, également à Tomblaine, enfin tous les alentours de Nancy, et puis aussi à Lunéville, aussi à Saint-Dié, bien sûr, et aussi à Épinal et Gérardmer, enfin dans l'ensemble des Vosges maintenant, Mirecourt. Il y a des activités un peu partout et c'est essentiellement culturel. C'est-à-dire on essaye de faire connaître un petit peu la culture et les traditions, la vie, l'histoire de la Palestine. Alors c'est un festival qui comporte un petit peu beaucoup de choses. Ça peut être des concerts, ça peut être des conférences, ça peut être des échanges débats, ça peut être des expositions, ça peut être des films. Enfin c'est très vaste. Et là cette année c'est vraiment très riche. Il y a même une page supplémentaire par rapport aux autres années. C'est-à-dire qu'avant, on avait une brochure qui faisait 4 pages. Maintenant, il y a 6 pages cette année. Donc, c'est dire que ça s'est beaucoup enrichi. Par exemple, à Gérardmer, ils avaient Pierre Stamboul, qui fut président de l'Union juive française pour la paix, qui était présent, qui est passé d'ailleurs à Saint-Dié, qu'on a vu. Et c'est quelqu'un de très important. Il venait de Marseille et il connaît très, très bien l'histoire de la Palestine. Et lui-même a vécu des choses très difficiles avec ses parents en Allemagne qui ont été déportés. Et donc, il est d'autant plus impliqué là-dedans parce que ça lui fait mal au cœur ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Alors, vous avez dû le voir d'un bon œil à la création il y a 12-13 ans là, de ce festival. Oui, c'est bon. Ça démarre. C'est comme tout ce qui démarre. Au début, c'est un peu difficile au démarrage. Mais bon, vous en savez quelque chose aussi pour la radio. Mais petit à petit, tout se développe et puis on apprend un peu de ses erreurs. On évite un peu ce qui s'est passé avant, puis on avance, quoi. Puis maintenant, c'est vraiment bien mis en place et bien intégré un peu dans le paysage lorrain. Ouais. Et du coup, sur Saint-Dié, c'est vous qui avez repris un peu, qui vous êtes est un peu le maillon local pour développer sur Saint-Dié le festival. Oui, on est quelques-uns. Bon, on n'est pas plusieurs. Et puis, on se partage un peu le travail. C'est vrai que c'est du travail pour préparer, etc., pour organiser. Mais bon, après, on s'y fait. Et puis, ça devient un peu automatique, un peu une seconde nature, en fait. Mais à chaque fois, c'est quand même un défi. Et le défi est surtout de faire connaître et puis de faire en sorte que les activités que l'on fait soient appréciées par la population et viennent population qui puisse venir par curiosité, quelques-uns, par militantisme pour d'autres, etc. Enfin, les uns et les autres viennent pour plusieurs choses. Et puis, c'est vrai que la cause palestinienne, elle touche beaucoup de monde parce que c'est une cause universelle. Dès le départ, elle représente un petit peu tout ce qui est anticolonialiste, tout ce qui est un peu, c'est-à-dire tout ce qui est injustice, c'est-à-dire c'est une injustice tellement forte, et puis surtout la longueur de cette histoire-là qui dure depuis plus d'un siècle et qui n'en finit pas d'en finir, quoi. Et que tout le monde voudrait que ça se termine et puis que ça se termine pas et qu'il faudra bien qu'on y arrive un jour et c'est pour ça que toutes les activités pour pouvoir en parler, pour pouvoir, etc., sont importantes. Et beaucoup des informations qui se passent sur place sont malheureusement censurées dans les pays occidentaux, notamment dans le reste du monde, non. Ça passe beaucoup mieux. Dans les pays occidentaux, c'est un petit peu censuré et donc on a beaucoup de mal à faire connaître ce qui se déroule et donc d'où l'importance de ce type d'événement. Ce festival, c'est ça, c'est mettre en lumière et échanger. Voilà, débattre. Exactement. C'est exactement. ça et puis c'est sur des supports plutôt ludiques, puisque c'est des films, des expositions. Par exemple, l'exposition cette année à Saint-Dié, ça montre la Palestine du 19e siècle. Les photos en noir et blanc, elles sont magnifiques d'ailleurs. J'encourage tout le monde à venir voir. Ça passe à Café, à Kellerman, à la Café. Et donc c'est une belle exposition. C'est entre 15h et 18h et c'est du 4 mars au 18 mars. Ah oui, ça a commencé déjà. Ouais. On est dedans et puis il y a une projection qui a lieu ce soir, je crois.
Oui. Voilà, et c'est là où Jean-Jacques Grinspan est avec nous, Voilà. parce que vous distribuez le film qui est projeté ce soir. Vous nous en parlez un petit peu? Oui, certainement. Mais écoutez, c'est vrai que c'était un coup de cœur. J'ai eu l'occasion de rencontrer le réalisateur, Alon Schwartz, et qui avait produit donc un film qui s'appelle Tantoura et qui raconte l'histoire d'un massacre d'un village de pêcheurs le 23 mai 1948, au moment de ce que Israël appelle donc la guerre d'indépendance. Et je l'ai vu en anglais. Donc ce film est en 3 langues, anglais, hébreu et arabe, il y a énormément d'intervenants, et donc il y a un sous-titrage en anglais. Et quand je l'ai vu dans cette langue-là, je me suis dit qu'il fallait le traduire en français afin que le public français, l'opinion publique, puisse le voir. C'est ce qu'on a fait, ce que j'ai fait l'année dernière, pendant l'été, et puis depuis lors, on essaie de faire la promotion de ce film. Alors qu'est-ce qu'il raconte, ce film? C'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé en 1948, et notamment donc, de la Nakba pour les Palestiniens, c'est-à-dire la catastrophe, et ce que donc, les Israéliens appellent donc, la guerre d'indépendance. Donc c'est l'histoire d'un étudiant, un kibbutznik, qui à 40 ans décide de faire une thèse sur un événement historique qui s'est passé à Tantoura, dans ce village de pêcheurs. Et il met 2 ans à interviewer les principaux protagonistes, c'est-à-dire les acteurs de ce massacre, qui appartenait à une brigade qui s'appelait Alexandronie, d'une milice paramilitaire dénommée Palmach à l'époque, et puis aussi donc les victimes et d'autres acteurs qui sont intervenus pendant cette période-là. Il a présenté sa thèse à Haïfa, donc l'université de Haïfa. Il a eu l'une des les plus belles notes, enfin du moins une note très de satisfaction en tout cas de ses professeurs, et ça aurait pu en rester là. Et puis, quelques temps plus tard, un journal qui s'appelle le Ma'ariv en Israël trouve la thèse et la publie. Et là, ça fait un énorme scandale. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ce scandale-là? C'est que les acteurs de ce massacre, qui s'étaient épanchés sur des enregistrements audio auprès de cet étudiant, eh bien, ils se sont regroupés et ils l'ont attaqué en diffamation. Et donc, à partir de là, pour lui, ça a été l'enfer. C'est-à-dire que, étant donné que ce qu'il racontait allait tout à fait contre le narratif officiel, donc israélien, eh bien, il s'est fait, je dirais, malmener, je dirais, oppressé. Menace de mort, j'imagine. Toutes les menaces possibles et imaginables. Et ce qui fait qu'in fine, donc, le procès donc, a eu lieu, qui a duré très très peu de temps. Et ils sont arrivés au moment du procès, c'est-à-dire qu'il a duré 1 jour et demi en tout, pour un problème aussi complexe. Ouais. Et avec, quand je parle de complexité, c'est parce qu'il y avait 140 heures d'enregistrement audio, qu'il y avait énormément, il y avait quand même une thèse quand même qui faisait plusieurs centaines de pages. Eh bien, les avocats de ces militaires, donc qui ont commis ces crimes, ont réussi donc on peut dire le coincer, lui et son épouse. Et après 6 heures d'entretien, et puis ils ont réussi donc à obtenir de lui qu'il renie sa thèse. Il se rétracte, je dirais vraiment très très vite après, on parle de 15 minutes après, et malheureusement, son avocat n'étant pas présent au moment où ça s'est passé, le juge, le lendemain matin, donc, a versé au dossier cette lettre, et donc a mis fin donc, à la procédure. Et donc ça a cassé évidemment toute sa carrière universitaire, et donc il s'en est difficilement remis, puisqu'on le voit aujourd'hui, notamment dans le film, vous le verrez. Et c'est là aussi l'intérêt, c'est que donc bien sûr il participe, et que ce film lui a donné une véritable renaissance, puisque ça l'a touché physiquement, il a eu des AVC, etc. Et donc ça l'a touché. Donc le film l'a détruit, en fait. Ça l'a un peu détruit. Le film raconte l'histoire, mais aussi l'histoire de ce jeune homme qui a fait la thèse. Absolument. Exactement. C'est ça. Enfin, il n'est plus jeune homme aujourd'hui. Oui, non, mais à l'époque, quoi. À l'époque, oui, il était certainement le un peu pauvre, plus jeune. il en a bavé alors qu'il était dans le vrai, quoi. Bah, oui. Alors il intervient. Alors ce qui est intéressant, là, c'est que non seulement donc c'est son histoire à lui, mais au-delà de lui, c'est que ça l'a fait intervenir aussi les nouveaux historiens en Israël, qui à partir des années 80 ont remis en question ce narratif officiel. Et là, ils interviennent également dans le film. Et dans le film également, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que beaucoup d'acteurs de ce massacre-là, qu'ils soient juifs, qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient autres d'ailleurs,
interviennent pour raconter un peu, je dirais, ce qui s'est passé. Et donc, comme cet étudiant a fait aussi donc, il y a un très très gros travail, ils ont trouvé un certain nombre de documents, oui, ils ont pu documenter effectivement la thèse qu'ils ont montrée dans ce film-là. Donc c'est de ça dont on parle. Alors le but premier, ça c'est le réalisateur, puisqu'on a fait quelques représentations aussi ensemble. C'est-à-dire le but premier, c'est raconter une histoire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, les Israéliens aujourd'hui ne connaissent pas cette histoire-là. Comme dans chacun des pays, il y a une partie sombre de l'histoire qu'on essaie effectivement d'oublier d'une certaine façon, mais de ne pas s'y intéresser. Lui-même, alors que c'est un réalisateur qui est un Israélien, qui vient d'une famille de sionistes de gauche, progressistes et autres, et donc qui aurait dû peut-être savoir, il connaissait pas. Il a appris, grâce à cet étudiant-là, ce qu'était la Nakba. Et en fait, quand on aborde cette histoire-là, c'est là où ça commence. Alors, c'est pas une question de délégitimation, parce que ça aussi, c'est un problème, évidemment, qu'on toujours, et qu'on lui reproche. C'est pas une délégitimation du tout, donc, de l'État d'Israël comme tel. C'est simplement raconter un fait historique qui appelle un travail de mémoire. S'il n'y a pas la reconnaissance des souffrances que l'État d'Israël ou que les Israéliens ont causées aux Palestiniens, comment voulez-vous que l'on avance de manière quelconque à... Paix, c'est un grand mot, mais en tout cas à une solution quelle qu'elle soit. Et ça, c'est fondamental. Et là, c'est ce qu'il démontre. Et c'est ça, de la manière dont il a monté son film, de la manière dont il aborde de manière très, très sensible et très humaine, ça dépasse même ce problème israélo-palestinien, parce que ça pourrait s'appliquer auprès de beaucoup, de chacune des nations, finalement. Ouais. Voilà. On a tous notre Tantura quelque part, là. Oh bah écoutez, en France, oui, on regarde un peu le miroir. C'est vrai que là, je ne parle pas simplement de la Deuxième Guerre mondiale, mais on a la guerre d'Algérie, effectivement, qui encore pose énormément de questions. Hein. Et puis, ça fait aussi appel aux archives. Pourquoi ce film est sorti ? Pourquoi on commence à nouveau en parler ? C'est que les archives tombent dans le domaine public. Et les difficultés d'accès, alors pas toutes les archives, bien sûr, puisqu'il y a une censure qui existe quand même, il faut le dire ce qu'il y a, dans tous les pays, y compris, bien entendu, dans le nôtre, hein. Oh non, allons. Non, mais et donc c'est vrai que ça permet effectivement à des historiens et puis à des gens qui s'intéressent tout simplement à ces questions-là, de trouver d'autres documents, d'autres justificatifs, et puis donc monter des projets et des films de ce type. Donc là, il y a deux séances, 18h et 20h30. Et à 20h30, c'est suivi d'un débat, c'est ça, ou c'est à 18h suivi d'un débat ? Alors, à 18h, donc, la première séance, c'est ce qu'on fait habituellement. Et puis, alors, à 20h30, ça dure à peu près 1h30. Et après, il y a un débat, donc, avec Monsieur Grunspan et nous-mêmes, l'association France-Palestine Solidarité, et puis le public, qui dure à environ 1h15, oui. Ça permet un petit peu d'échanger parce que c'est toujours des films à thème qu'on présente, hein, la plupart du temps, et ça permet d'échanger un peu sur le comment du pourquoi. Cette histoire comme de Tantura est typique à plusieurs égards. C'est surtout que la façon, comme l'a dit M. Grunspan, c'est la façon dont ça a été caché. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas y croire, et il y a une réticence. Par exemple, le réalisateur a pu présenter le film en Israël, mais avec beaucoup de difficultés. Et lui-même, il n'habite plus en Israël, parce qu'il est forcément pointé du doigt. Donc, il y a une espèce de tabou. Et aujourd'hui, Tantura n'existe plus, évidemment. C'est un si beau nom, mais il n'existe plus. Carrément, il n'existe plus. Ah oui, ça n'existe plus. C'est une station balnéaire. C'est une station balnéaire. Je voulais dire aussi, c'est que, et là, alors c'est vrai que pour le réalisateur, c'est que c'est un film israélien. Ce film israélien, il a été aussi acheté par l'autorité palestinienne, qui a acheté ce film israélien aussi. C'était aussi important, cette reconnaissance, en tout cas, que ce film peut avoir de manière internationale, mais qu'il a été financé par Israël également. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à encore récemment, le nouveau gouvernement aujourd'hui est effectivement extrêmement problématique à bien des égards, mais jusqu'à maintenant, il y avait des comités, notamment en Israël, qui avaient l'indépendance suffisante pour pouvoir financer... C'était indépendant du ministère. C'était indépendant du ministère. Maintenant, ils ont contrôlé... Maintenant, effectivement, on peut se poser effectivement des questions. Mais donc, là, voilà ce qu'il a eu cette liberté de pouvoir aborder donc, un sujet particulièrement difficile en Israël. Mais il a été publié
Il a été projeté en Israël, il est passé à la télévision. Énormément d'articles, évidemment, sont sortis suite à ces différentes projections, et il a suscité énormément de débats. Mais parmi les nouveaux historiens, parmi les anciens historiens, parmi les académiciens, et puis là, il met le doigt sur quelque chose quand même d'extrêmement sensible. Oui, mais il faut savoir que les historiens palestiniens l'ont raconté depuis le départ. Mais bon, ils n'ont pas été trop crus. Mais il y en a eu plusieurs. Il y a Abou Sitta notamment, il y en a eu d'autres. Édouard Saïd, etc. Mais il y a même un Aref El Aref qui a fait un livre de plusieurs tomes où il raconte village par village ce qui s'est passé. Il a fait un recensement total de ce qui s'est passé. Et tout ça, bon, n'est pas été passé à la trappe parce qu'il y avait une propagande derrière qui était très forte. Mais il faut savoir aussi que sur place, aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, parler de la Nakba est un délit. En Israël, c'est un délit, c'est interdit. C'est-à-dire, c'est interdit par la loi de parler tout simplement d'histoire. Enfin, c'est inimaginable, quoi. Voilà. Et vous connaissiez cette histoire avant le film vous-même? Non. Et voilà. J'avoue que je ne connaissais pas. Et bon, on connaissait beaucoup plus les massacres de Der Yassin, qui est connu, qui d'ailleurs dans la localisation n'est pas très loin du Yad Vashem. Hein, c'est incroyable. C'est à quelques kilomètres du Yad Vashem. Et pourtant là, il y a eu des massacres énormes qui ont été dénoncés d'ailleurs par plusieurs personnalités juives du monde entier, comme Einstein, comme Hannah Arendt, etc. Et les concepteurs de ces massacres, à l'époque, n'ont pas été vraiment... Si, ils ont été condamnés par les tribunaux britanniques, mais ils n'ont jamais été vraiment en prison ou sanctionnés complètement. Un d'eux est devenu ensuite même Premier ministre. C'est-à-dire, Menahem Begin, c'était lui qui avait fait ces massacres-là. Il est ensuite devenu Premier ministre. Mais pendant qu'il était Premier ministre, il était encore interdit de séjour en Grande-Bretagne. Parce que condamné par les tribunaux. Il a fait plusieurs années, Menahem Begin, je crois. Oui, certes. Ça, il faut aussi le mettre dans son contexte. C'est-à-dire que là, c'est vrai, là, vous avez effectivement les Israéliens donc, qui ont vécu effectivement cette période-là. Et ce qui est bien montré effectivement dans le film en plus, c'est qu'il faut voir ce qu'il y avait à cette époque. Ce qu'il y avait à cette époque, c'était cette jeunesse, je dirais, qui arrivait, je dirais, en Palestine, qui créait un État. Il fallait voir un peu qu'est-ce qu'on leur disait, donc à ces jeunes-là, puisque ce sont des jeunes, on parle de 17, 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, quand on revient, effectivement, quand on se remet un peu en perspective à l'heure d'aujourd'hui, ça interpelle quand même, je dirais, voilà. Donc on avait ces gens-là qui ont exécuté tout ce dont tu parles, et qui étaient j'irais motivé, mobilisé, avec cette vision effectivement de création d'un État, avec ce qui s'est passé autour et avec la charge historique que chacun pouvait avoir. Donc, il faut toujours replacer effectivement dans ce contexte. Quand tu dis, Samir, que évidemment c'est un délit de parler de la Nakba en Israël, on peut parler de la Nakba en Israël. Tu ne vas pas aller en prison parce qu'on parle de la Nakba. Et d'ailleurs, le film t'entoura, et encore une fois... Il y a des textes de loi qui ont été votés. Depuis que ce nouveau gouvernement est arrivé, avec effectivement donc, un certain nombre de ministères... Oui, depuis quelque temps, tout à fait. Mais disons qu'il y avait cette liberté de pouvoir s'exprimer, elle existe. Le fait que ces films-là existent et puissent se faire, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi... Il faut le mettre en évidence. Maintenant... Ça, c'est bien, mais c'est 70 ans après. Oui, mais partout. Encore une fois, quand est-ce qu'on a parlé de ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, et notamment pendant l'occupation en France? On a attendu les années 70, voire après. Quand est-ce qu'on parle de la guerre d'Algérie aujourd'hui réellement? On a commencé, mais bien après. Je vois les premiers films qui sortent avec la mobilisation des réservistes de l'époque, des Français qui sont là-bas. Le problème, c'est qu'on a un conflit qui dure depuis maintenant un siècle et qu'il faut arriver à le résoudre. Et comme tu as dit très justement, c'est important que ce soit reconnu, tout ce qui s'est passé au niveau historique. Je pense que c'est une première pierre, quand on commence à regarder ce qui s'est passé, même dans le sombre. Tous les historiens le disent. Édouard Saïd, l'intellectuel palestino-américain, et plus exactement, qui avait une chaire aux États-Unis, une chaire universitaire aux États-Unis, l'a écrit. Ça, il a dit, la première chose à faire, c'est cela. Et il a dit aussi l'égalité ou rien. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une égalité entre les Israéliens et les Palestiniens. Il va être temps de conclure déjà.
Donc, on voit que le débat commence déjà ici. On invite les gens à venir. Oui. Donc, ce soir, au cinéma, à 18h et 20h30, cinéma Excelsior, avec un débat suivi du film après 20h30. Il y aura aussi une exposition Visages et lieux de la Palestine entre 1880 et 1900 à la Maison Café, à nos voisins, à Kellerman. Entrée libre. Voilà, une 12e édition qui s'annonce encore intéressante et riche d'histoire. Et pour l'histoire à venir est souvent liée. Oui, bien sûr. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci à vous. Merci On à vous et merci aux tentera ce auditeurs. soir 18h et 20h30.